Bonjour à toutes et à tous. Ma contribution porte sur la nature juridique du régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires mis en place par la loi du 5 janvier 2010. Pour nous, il s'agit d'une responsabilité sans faute de l'État dissimulée. En d'autres termes, une responsabilité sans faute qui ne dit pas son nom. Pour le démontrer, nous pouvons commencer par rappeler le contexte. De 1960 à 1996, 210 essais nucléaires ont été réalisés par la France dans le Sahara et en Polynésie française. Ces expériences ont exposé plusieurs milliers de personnes au rayonnement ionisant. Après de longues années d'attente, les irradiés des essais nucléaires se sont vus reconnaître le statut de victime par une loi du 5 janvier 2010. Depuis cette loi de 2010, toute personne, militaire ou civile, ayant séjourné dans une zone de retombées radioactives, pendant une période au cours de laquelle des essais nucléaires ont été effectués, bénéficie d'une présomption de causalité lorsqu'elle souffre de l'une des maladies radio-induites dont la liste est fixée par décret et peut demander une indemnisation de ses préjudices. Initialement, la loi de 2010 prévoyait une saisine du ministre de la Défense qui devait consulter le CIVEN pour avis. Mais dès les premiers mois d'exercice, le régime d'indemnisation a été critiqué, notamment parce qu'il laissait le pouvoir de décision au ministre. Ainsi, une loi de 2013 a transformé le CIVEN en une autorité administrative indépendante dont les décisions s'imposent au ministre. Toutefois, l'espoir suscité par la transformation du CIVEN en AAI s'est vite transformé en désillusion puisque le nombre de décisions positives n'a pas augmenté de manière significative après cette réforme. Je n'en dirai pas plus sur le CIVEN pour ne pas empiéter sur les prochaines contributions. Par ailleurs, la victime bénéficie d'une présomption de causalité instituée par la loi de 2010. C'est le véritable point d'achoppement du régime. Initialement, cette présomption pouvait être renversée lorsqu'il était établi que le risque attribuable à un essai nucléaire était négligeable. Cela avait conduit à de nombreux rejets d'indemnisation. Autrement dit, le renversement de la présomption était la règle et sa mise en œuvre l'exception. Le législateur a réagi en modifiant la loi de 2010 par une loi de 2017. Cette loi supprime la condition de risque non négligeable et prévoit que le comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Elle ajoute, lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. Ainsi remodelée, la présomption de causalité avait fière allure. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que seulement 11 demandes avaient été acceptées de 2010 à 2017, 80 ont été accueillis favorablement du 1er janvier 2018 au 30 mars 2019. Fin 2018, constatant que cette présomption était devenue trop généreuse, le législateur a une nouvelle fois modifié la loi de 2010 pour assortir la présomption d'une possibilité pour l'administration de l'écarter en cas de dose de rayonnement insuffisante. Et le Conseil d'État, dans un arrêt du 27 janvier 2020, s'est prononcé sur les modalités d'application dans le temps de cette loi. Je n'en dirai pas plus sur les hésitations autour de l'interprétation de la présomption de causalité, puisque sur ce point aussi, il y a une contribution de prévu. Toutefois, ce que l'on peut dire, c'est qu'après 10 ans de tergiversation, l'ineffectivité critiquable du régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a laissé place à une relative effectivité. On peut s'en réjouir, mais pas s'en satisfaire. En effet, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il manque encore quelque chose. Ce quelque chose, c'est la reconnaissance de la responsabilité de l'État. La loi de 2010, si prometteuse lors de son annonce, désigne l'État à travers le ministère de la Défense comme le débiteur de l'indemnisation, mais ne fournit pas le fondement de son obligation. Notre objectif est donc de rechercher ce fondement, ce qui revient à rechercher la nature du régime. Appartient-il à la responsabilité administrative ou à la solidarité nationale ? La recherche du fondement nous conduira à classer le régime étudié dans la catégorie de la responsabilité administrative et plus précisément dans la responsabilité sans faute. C'est pourtant
à la solution opposée qu'est arrivé le Conseil d'État dans un avis du 17 octobre 2016, en estimant que le régime issu de la loi de 2010 relève de la solidarité nationale. Notre plan s'articulera autour de cette contradiction. Dans une première partie, nous démontrerons que le fondement réel de l'indemnisation est la responsabilité. Et dans une seconde partie, nous expliquerons les raisons sous-jacentes qui ont conduit le juge à préférer la solidarité. Première partie, les ingrédients d'une responsabilité sans faute de l'État. La loi de 2010 n'indique pas le fondement du régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Mais il est possible de s'appuyer sur divers éléments politiques et juridiques pour affirmer que le régime étudié relève de la responsabilité sans faute. Grand A, un contexte politique équivoque. 3 éléments à analyser ici, la parole présidentielle, le projet de loi et enfin les débats parlementaires. D'abord donc, une parole présidentielle versatile. Il est intéressant de se concentrer sur la parole de 3 présidents de la Ve République. Jacques Chirac, qui a fait réaliser les derniers essais nucléaires français, Nicolas Sarkozy, qui est à l'origine de la loi de 2010, et François Hollande, qui a été le plus loin dans la reconnaissance des conséquences sanitaires des essais nucléaires. Jacques Chirac, en visite officielle en Polynésie française le 28 juillet 2003, affirmait que s'il y avait quoi que ce soit, nous assumerions la totalité de nos responsabilités tant à l'égard des militaires que des populations civiles. La formule est imprécise en ce qu'elle ne dit pas comment l'État entend assumer ses responsabilités, mais la voie était ouverte à la reconnaissance de la responsabilité de l'État par le législateur ou par le juge. Son successeur, Nicolas Sarkozy, s'est adressé aux Polynésiens en 2012 en ces termes. Mes chers compatriotes, pendant longtemps, nos relations ont été marquées par un sujet dont on ne pouvait pas parler. La question des essais nucléaires. Dès 2007, j'ai souhaité que ce sujet soit mis sur la table et que l'État reconnaisse et indemnise les victimes des essais nucléaires. C'est le cas avec la loi du 5 janvier 2010. On retrouve les éléments de langage présents dans l'exposé des motifs du projet de loi de 2010, reconnaissance, justice, mais le terme de responsabilité est soigneusement évité. Enfin, François Hollande, s'exprimant sur le sujet en 2016, dit reconnaître que les essais nucléaires menés entre 1986 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires et aussi, et c'est un paradoxe, entraîné des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé. S'il affirme sans ambiguïté le lien de causalité entre les essais nucléaires et les dommages causés aux hommes et à la nature, il n'utilise pas les mots responsabilité ou responsable. La lecture comparée des positions des 3 présidents montre donc un glissement. À mesure que le lien de causalité entre les essais nucléaires et les maladies des personnes ayant travaillé sur les sites concernés s'affirme, la reconnaissance de la responsabilité s'efface derrière des termes plus flous. Qu'en est-il dans le projet de loi? Un projet de loi en demi-teinte. La notion de responsabilité est absente dans le projet de loi à l'origine de la loi de 2010. Toutefois, les termes utilisés dans l'intitulé du projet et dans l'exposé des motifs y renvoient. Le projet de loi est relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français. La référence aux notions de réparation et de réparation intégrale laisse penser que le régime entre davantage dans la responsabilité administrative que dans la solidarité nationale. L'analyse de l'étude d'impact du projet de loi montre aussi que le régime peut être assimilé à un régime de responsabilité. Nous développerons largement ce point dans la contribution écrite, mais on peut dire qu'en indiquant que c'est l'État qui prendra à sa charge l'indemnisation du préjudice sans exercer d'action récursoire, l'étude d'impact reconnaît que l'État est l'auteur du dommage et qu'il va assumer seul l'indemnisation des victimes aussi bien au moment de l'obligation à la dette qu'au moment de la contribution à la dette,
car il est l'unique responsable en tant qu'auteur exclusif des essais nucléaires français. Enfin, les débats parlementaires. Les débats parlementaires sont unanimes. Lors de la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, le 25 juin 2009, le ministre de la Défense, Hervé Morin, indique que cette loi, c'est aussi pour la France, pour une France qui se grandit en assumant ses responsabilités. Le ton est donné et les mots sont on ne peut plus clairs. Les rapporteurs de la loi à l'Assemblée nationale et au Sénat parlent aussi de responsabilité. Et dans l'hémicycle, le terme revient à plusieurs reprises. Cette unanimité dans les rangs du Parlement, lors de l'adoption du texte, tranche avec les tergiversations des présidents et les hésitations du projet de loi. Mais l'analyse du texte de la loi de 2010 finit par convaincre que le régime qu'elle met en place est un régime de responsabilité sans faute de l'État. Grand B, une démonstration juridique solide. Le régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires contient des éléments communs à chaque régime de responsabilité publique. Et il peut être classé parmi les régimes de responsabilité, comme l'affirment plusieurs auteurs. D'abord, la présence des éléments communs de responsabilité publique. 3 conditions se retrouvent systématiquement pour engager la responsabilité publique. La preuve d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage allégué, la qualité de personne publique du responsable et le principe de réparation intégrale. Le régime d'indemnisation des essais nucléaires remplit ces 3 conditions. La preuve du lien de causalité entre le fait générateur invoqué et le dommage de la victime est parfois extrêmement difficile à apporter. Ici, la loi de 2010 a posé une présomption de causalité pour faciliter l'indemnisation de la victime. Mais même si sa démonstration est facilitée par une présomption, la preuve d'un lien de causalité entre un fait générateur et un dommage est bien exigée dans le régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. S'agissant de la qualité de personne publique du débiteur de l'indemnisation, un problème aurait pu se poser si le législateur avait créé un fonds d'indemnisation. Solution un temps envisagée par le législateur et proposée par plusieurs parlementaires avant la naissance du dispositif actuel. On sait en effet que l'identité de certains fonds, comme le FGTI, a pu poser problème. Ici, le problème ne se pose pas puisque le législateur n'a pas créé de fonds. La loi désigne clairement l'État comme le débiteur de l'indemnisation par l'intermédiaire du ministère de la Défense. L'État étant la personne morale de droit public par excellence, le régime des victimes des essais nucléaires respecte aussi la condition de la qualité de personne publique du responsable. Enfin, la loi de 2010 prévoit la réparation intégrale des préjudices de la victime directe. Le régime respecte donc bien le principe de la réparation intégrale des victimes directes. En s'appuyant sur ces premiers éléments et sur d'autres, il est possible de classer le régime dans la responsabilité sans faute de l'État. Le classement du régime étudié dans la catégorie de la responsabilité sans faute résulte d'une qualification opérée après un raisonnement juridique. Ce raisonnement, le rapporteur public Gilles Pélissier l'a remarquablement effectué dans ses conclusions sous l'avis du Conseil d'État du 17 octobre 2016. Il note que la question qui porte sur la nature du régime d'indemnisation institué par la loi de 2010 est difficile. Au terme d'un raisonnement qu'on ne rappellera pas ici, mais qui figurera dans la contribution écrite, le rapporteur public considère que le régime d'indemnisation institué par la loi de 2010 est un régime de responsabilité sans faute de l'État. Nous partageons pleinement ce point de vue. Le régime de la loi de 2010 entre dans la responsabilité sans faute au regard de l'article 1er de la loi qui fait expressément mention d'un lien de causalité entre le dommage, ici la maladie radio-induite, et le fait générateur, une exposition à des rayonnements ionisants, ainsi que du rapport d'imputabilité entre ces opérations expérimentales et l'État français. On parle d'essais nucléaires français. La doctrine semble également plutôt favorable à la reconnaissance de la responsabilité. Par habitude et ou par commodité,
Les auteurs de manuels de droit administratif présentent le régime de la loi de 2010 en même temps que les autres régimes législatifs d'indemnisation. Ainsi, par exemple, Benoît Plessis ou Jacques Petit rangent ce régime dans la solidarité nationale. Afida Belrali, dans son ouvrage spécialisé de responsabilité administrative, semble quant à elle classer le régime dans la responsabilité, sans que l'on puisse totalement l'affirmer. Mais dès que l'analyse sur le régime est plus fouillée, les auteurs parviennent peu ou prou à la même conclusion. En 2010, lors de la publication de la loi, Jean-Marie Pontier expliquait qu'elle doit s'inscrire dans le cadre des régimes législatifs de responsabilité, mais qu'il n'est pas possible de classer clairement la loi dans un régime de responsabilité pour faute ou sans faute. Plus affirmative, Isabelle Poirot-Mazère indique que le dispositif organisé est clairement celui d'un régime de responsabilité. Plus tard, mais avant l'avis de 2016, d'autres auteurs ont aussi pris position en faveur de la responsabilité. Ainsi, Laura Jaguer qualifie la loi de régime spécial de responsabilité et Marc Léger parle de responsabilité sans faute et plus précisément pour risque. Après l'avis de 2016, la responsabilité sort renforcée alors même que le Conseil d'État n'a pas suivi les conclusions de son rapporteur public. Le scepticisme de la doctrine est perceptible dans les commentaires sous cet avis qui évoquent une justification discutable ou encore fragile. Alors que tout converge vers la reconnaissance sur le plan juridique de la responsabilité de l'État, le Conseil d'État, dans l'avis de 2016, a considéré que la loi de 2010 a instauré un régime de solidarité nationale, pour des raisons qu'il faut maintenant tenter d'identifier et d'expliquer. Seconde partie, les raisons sous-jacentes justifiant la qualification de régime de solidarité nationale. Si le Conseil d'État a pris le parfait contre-pied de son rapporteur public et de l'analyse que nous venons de mener, c'est sans doute qu'il avait de bonnes ou de mauvaises raisons de le faire. La première est sans doute économique, la seconde est probablement diplomatique. Grand A, la raison économique. L'enjeu économique de l'avis de 2016 est double. En refusant de reconnaître l'État responsable, le Conseil d'État neutralise le recours des tiers payeurs à court terme et préserve la position ambiguë de l'État dans les scandales sanitaires à long terme en ne créant pas de précédent. Premier objectif donc, neutraliser le recours des tiers payeurs. Pour bien comprendre l'enjeu économique de la discussion autour du fondement de la loi de 2010, il faut revenir aux faits de l'espèce qui ont fait l'objet de l'avis de 2016. La veuve d'un militaire s'est vue notifier une décision de 2013 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de l'indemniser en qualité d'ayant droit de son époux défunt. Elle a donc saisi le tribunal administratif de la Polynésie française. Ce dernier, dans un jugement de 2015, a annulé la décision de refus, a enjoint au ministre de faire une offre d'indemnisation à la veuve et a rejeté les conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui, associée à la procédure, demandait la condamnation de l'État à lui rembourser les sommes déjà versées. Insatisfaite, la Caisse a saisi la CA de Paris d'une demande d'annulation du jugement. Par un arrêt de 2016, la Cour, avant de statuer sur la demande d'appel de la Caisse, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'État en soumettant à son examen 3 questions. 2 de ces 3 questions nous intéressent ici. Première question, quelle est la nature du régime d'indemnisation spéciale institué par la loi de 2010 ? Deuxième question, la Caisse de prévoyance sociale peut-elle former une action subrogatoire contre l'État pour le remboursement de ses débours ? Les questions sont liées entre elles. Du fondement retenu dépend la recevabilité du recours subrogatoire contre l'État de la part des tiers payeurs. La question est de savoir si l'État a la qualité de tiers responsable. Si le Conseil d'État avait estimé que le fondement de la loi de 2010 était l'engagement de la responsabilité de l'État, il aurait dû autoriser le recours des caisses, en qualité de tiers payeur,
contre l'État en qualité de tiers responsable. En revanche, en jugeant que la loi de 2010 relève de la solidarité nationale, il empêche que l'État soit considéré comme tiers responsable et interdit donc toute action subrogatoire contre l'État. À première vue, cette solution semble s'inscrire dans la jurisprudence du Conseil d'État qui avait précisé en 2010 que les tiers payeurs ne peuvent pas exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM dans le cadre du régime des vaccinations obligatoires et avait confirmé cette solution en 2011 pour le régime des victimes de l'hépatite C. Cette solution serait donc pleinement cohérente. En réalité, les éléments factuels sont différents. L'ONIAM n'est pas l'auteur des dommages dont il prend en charge l'indemnisation et ne peut donc pas être considéré comme un tiers responsable. En revanche, dans le cadre de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, l'État est bien l'auteur du dommage et même l'auteur exclusif des dommages. Accepter le recours des tiers payeurs contre l'État n'aurait pas été incongru et n'aurait pas rompu avec les solutions prévalant pour l'ONIAM. Si ce n'est donc pas le respect de l'orthodoxie juridique qui justifie la solution, c'est donc une question d'opportunité. En privant les caisses d'un recours subrogatoire contre l'État, le Conseil d'État protège les deniers de ce dernier. Pour se convaincre que cet argument économique est au cœur du raisonnement, il est intéressant de se pencher sur le tableau relatif au nombre de victimes indemnisées et au montant des indemnisations dressé par le CIVEN dans son rapport pour l'année 2019. Y figure une ligne intitulée « Montant versé aux caisses ». Je n'évoquerai pas les chiffres ici, mais l'analyse du tableau, qui figurera dans la contribution écrite, montre la belle économie que le Conseil d'État fait réaliser à l'État. Au-delà de l'aspect économique, cette solution préserve aussi la ligne définie par l'État dans la reconnaissance de son implication dans les scandales sanitaires. Deuxième objectif, éviter de créer un précédent dans le règlement des scandales sanitaires. Si le juge administratif a déjà engagé la responsabilité pour faute de l'État dans le cadre de grandes affaires de santé publique, le législateur ne l'a jamais fait, préférant créer des mécanismes d'indemnisation au fondement ambigu en parallèle des procédures juridictionnelles. Les affaires du sang contaminé et de l'air contaminé sont à cet égard symptomatiques. Le régime des victimes du sida transfusionnel, créé en 1991, et le régime des victimes de l'amiante, créé en 2000, sont des mécanismes visant à juguler les actions contre l'État après les premières condamnations pour carence fautive prononcées quelques jours plus tôt, en première instance, dans ces deux affaires. En créant le régime d'indemnisation des essais nucléaires, le législateur a-t-il voulu un mécanisme qui canalise les demandes d'indemnisation afin d'éviter l'engagement massif de la responsabilité pour faute de l'État, comme le laissait présager l'arrêt de la Cour de Bordeaux dans un arrêt du 15 juin 2003 qui avait reconnu la responsabilité pour faute lourde de l'État? À cette question, la réponse est probablement. Cette intention explique sans doute en partie le décalage mentionné précédemment entre le discours politique et le projet de loi sur l'orientation du régime. En réalité, en 2010, l'État était à la croisée des chemins et devait faire un choix. Soit il persistait dans la droite ligne de la gestion des affaires du sang contaminé et de l'air contaminé, en détournant les demandes d'indemnisation vers un mécanisme d'indemnisation non juridictionnel, avec les conséquences délétères sur la légitimité de l'État et sur le sentiment d'injustice, soit, grandi par l'expérience malheureuse de ces deux affaires, il décidait de reconnaître expressément sa responsabilité dans les dommages causés par les essais nucléaires. Le régime en demi-teinte auquel il a abouti et les multiples modifications qu'il a opérées montrent que l'État était tiraillé entre les deux tendances. Mais en refusant de trancher, l'État semble avoir choisi de ne pas franchir le pas et de reproduire l'attitude qu'il avait pu avoir précédemment. Indemniser sans reconnaître sa part de responsabilité, en espérant juguler les actions juridictionnelles. C'est très probablement en connaissance de cause que le Conseil d'État a jugé en 2016. Ainsi, à travers la question simple et binaire de la nature juridique du régime institué par la loi de 2010,
il revenait au Conseil d'État de trancher une question bien plus difficile et schizophrène. Choisir entre l'intention prêtée à l'État de reconnaître sa responsabilité, comme le soutenaient clairement les parlementaires, et l'intention cachée de l'État d'indemniser sans reconnaître sa responsabilité, comme pouvait le laisser supposer l'absence du mot responsabilité dans le projet de loi et l'exposé des motifs. En décidant que la loi de 2010 relève de la solidarité nationale, le Conseil d'État interprète la loi de telle façon qu'elle puisse correspondre à l'intention cachée de l'État. On peut le lui reprocher et estimer qu'il devait s'affranchir davantage du carcan étatique. On peut aussi le comprendre et considérer qu'il n'avait pas ici tout à fait le même rôle qu'il a pu avoir au contentieux dans d'autres affaires de santé publique, lors desquelles il n'a pas ménagé l'État lorsque la responsabilité de ce dernier méritait d'être engagée. On pense ici au sang contaminé, à l'air contaminé, au Mediator et récemment à la Dépakine. En effet, était-ce vraiment à la haute juridiction administrative de choisir entre l'État cynique et l'État repenti à travers l'interprétation d'une loi? Ce choix ne relève-t-il pas plutôt du ressort de l'État lui-même? Il n'est pas simple d'y répondre, mais nous sommes plutôt de ceux qui estiment que le rôle du Conseil d'État n'est pas de décider à la place de l'État, mais plutôt de le remettre dans le droit chemin lorsqu'il sort de la route. Dans l'avis de 2016, le Conseil d'État n'a donc pas voulu créer de précédent en n'allant pas à l'encontre de l'intention cachée du législateur. En ne retenant pas la responsabilité de l'État, il laisse ce dernier face à ses contradictions quant à la gestion des scandales sanitaires dans lesquels il est plus ou moins impliqué. Mais au contentieux, dans le cadre prévu par la loi de 2010, il a essayé d'améliorer le sort des victimes à chaque fois qu'il a pu, par exemple en 2015 sur la méthode d'indemnisation des victimes par le CIVEN, ou en 2010 sur le champ d'application temporelle de la présomption de causalité. En décidant ainsi, le Conseil d'État ne lie pas l'État pour la suite et il ne fragilise pas non plus la position de l'État sur la scène internationale. On aborde ici rapidement notre dernière sous-partie, la raison diplomatique. Pour faire simple, en reconnaissant la responsabilité de l'État français, le Conseil d'État aurait sans doute fragilisé la position française sur la scène internationale. Déjà en 1995, le Conseil d'État avait refusé d'examiner la légalité de la décision du président de la République de reprendre les essais nucléaires au motif que cette décision est, je cite, n'est pas détachable, je cite, de la conduite des relations internationales de la France et échappe par suite à tout contrôle juridictionnel. En considérant que cette décision entre dans la catégorie des actes de gouvernement, le Conseil d'État évitait ainsi de s'immiscer dans la politique relative aux essais nucléaires français. Il faut dire que cette politique a fait l'objet de nombreuses contestations devant les juridictions internationales. On pense bien sûr à la fameuse affaire opposant la France et la Nouvelle-Zélande en 1974 devant la CIJ. Mais on pense aussi surtout aux affaires pendantes devant la CIJ et la CPI actuellement. En 2016, ont eu lieu les premières audiences devant la CIJ dans une affaire engagée par les îles Marshall contre les puissances nucléaires, dont la France fait partie. Et en 2018, la Polynésie a porté plainte contre la France pour crimes contre l'humanité auprès de la CPI en raison des essais nucléaires réalisés dans l'archipel. Sur la raison diplomatique, comme sur le reste, je renvoie à ma contribution écrite pour plus de détails. Il ne me reste qu'à remercier vivement mon collègue Hervé Arbousset pour son invitation à participer à ce colloque et à vous souhaiter un bon colloque à tous.